Antoine Lilti, bonjour. Vous êtes historien et vous publiez Figures publiques, l'invention de la célébrité 1750-1850. C'est publié chez Fayard. La célébrité, ça date donc pas du cinéma et des médias de masse? Eh bien non, c'est ce lieu commun selon lequel la célébrité est un phénomène très contemporain. C'est celui dont j'étais parti, mais ce que j'ai découvert et ce que je démontre, j'essaye de démontrer dans le livre, c'est justement que tous les mécanismes de la célébrité tels qu'on les connaît aujourd'hui se sont mis en place au XVIIIe siècle, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et se sont développés au XIXe siècle, donc bien avant le cinéma, la télévision, Internet. Ça veut dire que c'est pas seulement les images? Alors, d'abord, ce n'est pas seulement les images, c'est aussi par exemple le rôle de la presse. Au XVIIIe siècle, on a un développement considérable de l'imprimé et de la presse. Il y a même un historien du livre qui a proposé de parler de print 2.0 pour le XVIIIe siècle, après le siècle de l'imprimé au XVIe siècle. On a une véritable transformation qui est liée à l'émergence dans les grandes villes d'un public alphabétisé, d'un public de lecteurs. Donc là, le livre n'est plus réservé à une petite élite savante, mais devient un objet populaire, un objet de consommation. Et puis surtout, c'est le développement, d'abord en Angleterre et ensuite en France, de la presse, d'une presse généraliste et d'une presse notamment qui se nourrit énormément de potins. Donc la presse people qu'on connaît aujourd'hui, elle a vraiment ses origines au XVIIIe siècle. Et puis l'image aussi, parce qu'on croit toujours que la diffusion de l'image commence avec la photographie, mais au XVIIIe siècle, on a une véritable transformation de la culture visuelle au sens où circulent dans l'espace public des images des gens célèbres sous forme de portraits, de gravures, de figurines, toutes sortes de supports qui font que, alors qu'auparavant, les portraits, il était très rare de voir des portraits d'hommes vivants, à part le souverain, dans l'espace public. Au XVIIIe siècle, un admirateur de Jean-Jacques Rousseau, par exemple, ou d'une comédienne de la Comédie Française, peut très facilement acheter à très bas coût des portraits de ses célébrités préférées. Mais est-ce que dire que quelqu'un est célèbre à la fin du XVIIIe ou à la fin du XXe siècle, ça désigne la même chose? Est-ce que Marie-Antoinette et Lady Di, on peut les comparer? Alors, effectivement, je fais cette comparaison un peu provocatrice au début du livre, parce que on peut prendre les choses des deux côtés. Évidemment, je ne prétends pas que rien n'a changé depuis le XVIIIe siècle et que les célébrités d'aujourd'hui sont exactement dans les mêmes conditions que celles du XVIIIe siècle. Si je disais ça, je serais un très mauvais historien. Mais il reste que, donc évidemment, les choses se sont accélérées, accentuées, épanouies. Mais il ne reste pas moins que ce qu'on appelle être célèbre, c'est-à-dire en fait, le fait d'être connu d'un très vaste public de gens qu'on ne connaît pas directement et qui ne nous connaissent pas autrement que par les images médiatiques qui circulent, eh bien cette définition-là de la célébrité, non seulement on peut la décrire comme phénomène social au XVIIIe siècle, mais le terme même apparaît au XVIIIe siècle et toute la réflexion sur la célébrité apparaît au XVIIIe siècle. Parce qu'en réalité, la grande transformation des sociétés européennes puis occidentale à partir du XVIIIe siècle, c'est le passage d'une société du face-à-face, une société où on connaît les gens qu'on a rencontrés, ses voisins, les gens qui habitent dans la même ville, à une société qui est de plus en plus une société médiatique, c'est-à-dire une société où on est confronté à l'image, mais aussi à des discours sur des tas de gens qu'on ne rencontrera jamais, mais dont on se sent de plus en plus proche, du fait même d'être confronté à ces images. Qu'est-ce que raconte alors l'invention de la célébrité au XVIIIe siècle et à cette époque des Lumières de l'espace public et de l'opinion publique? Alors voilà, ça c'est un des éléments qui est absolument au cœur du livre, puisque disons que les 18e ont l'habitude de considérer que l'espace public apparaît au XVIIIe siècle, mais ils ont de l'espace public une définition très particulière qui est largement héritée du philosophe et sociologue allemand Jürgen Habermas, qui considère que l'espace public c'est un espace de débat critique, où des individus font un usage public de leur raison critique rationnelle. C'est en fait une interprétation qui est inspirée de Kant et donc du discours que déjà les Lumières portaient sur elles-mêmes. Donc l'espace public du XVIIIe siècle serait un espace critique, éclairé, et qui aurait ensuite périclité sous l'effet des mass médias, du marketing, de l'industrie culturelle. Ça, c'était la thèse d'Habermas, qui est très souvent reprise. Or, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que le public au XVIIIe siècle, c'est tout autant le public des spectateurs de théâtre, des lecteurs de journaux dans lesquels on raconte des ragots, la dynamique même du public et de la publicité, de ce qui constitue un collectif d'individus comme un public, il est autant traversé
de curiosité, de fascination pour la vie privée des gens célèbres, d'un rapport parfois même effectivement un peu voyeuriste aux gens célèbres, tout autant et de la même manière que la discussion critique. Parce que ce qui constitue le public, c'est justement ce phénomène de l'actualité, ce que le sociologue Gabriel Tarde, qui m'inspire beaucoup, décrivait comme le sentiment d'appartenir à un même collectif, alors même qu'on ne se rencontre jamais, mais parce qu'on est soumis en fait au même flux médiatique. Qu'est-ce qui distingue, Antoine Lilti, la célébrité de la réputation et de la gloire? Alors, je crois que c'est très important effectivement de distinguer ces trois termes. Qu'on confond parfois les trois, c'est le fait d'être connu, mais en fait, ce n'est pas du tout la même manière d'être connu. La gloire, qui est un phénomène très classique, très ancien, est un phénomène essentiellement posthume, qui repose sur l'admiration unanime pour un individu qui a réalisé des exploits considérables et qui incarne les valeurs d'une société. Donc on est dans la commémoration du héros. Alors ça remonte évidemment à Homère, mais on en a une déclinaison moderne qui apparaît d'ailleurs au XVIIIe siècle sous la figure du grand homme et qu'on connaît encore aujourd'hui par exemple avec le Panthéon. La réputation, c'est tout à fait autre chose. C'est le fait que chaque individu est connu dans des petits milieux. Alors, on peut être connu dans sa rue, dans son village. Un écrivain peut être connu à l'intérieur du monde littéraire, etc. Mais cette réputation reste toujours limitée à des cercles restreints. Avec la célébrité, c'est là que le phénomène nouveau apparaît au XVIIIe siècle. On a une notoriété massive, si vous voulez, une extension extrême des chaînes de la réputation, du vivant même d'un individu, qui produit des phénomènes nouveaux qui n'existaient pas dans les mécanismes de la réputation. Et le principal d'entre eux, c'est justement la publicisation de ce qu'il y a de plus privé, de plus personnel, de plus intime chez une figure publique. Et c'est évident qu'on peut en trouver plein d'exemples contemporains auxquels on pense spontanément, mais on en trouve aussi beaucoup d'exemples dès le XVIIIe siècle, y compris avec des auteurs aujourd'hui très canoniques comme Voltaire ou Rousseau. Pourquoi est-ce que la célébrité est restée une réalité ambivalente et contestée et n'est pas devenue la forme de grandeur caractéristique des sociétés démocratiques comme la gloire a été celle des sociétés aristocratiques? Alors ça, c'est un mystère. En réalité, c'est une grande question. C'est la question avec laquelle je termine ce livre. Je n'ai pas absolument de réponse. Ça reste un mystère. D'abord, je décris cette ambivalence. Elle me frappe beaucoup. C'est-à-dire que depuis le XVIIIe siècle, la célébrité a toujours été accompagnée d'un discours critique. Un discours où on critique la célébrité parce qu'elle est illégitime, parce qu'elle est vulgaire, parce qu'elle est fugitive, parce qu'elle ne repose pas sur de véritables mérites. Donc tout ce qu'on entend aujourd'hui sur les stars de la télé-réalité, sur les vedettes éphémères et sans valeur, on l'entendait déjà au XVIIIe siècle. Et donc je me suis interrogé pourquoi la célébrité, qui après tout paraît correspondre aux valeurs de nos sociétés démocratiques. Alors, tout le monde peut accéder à la célébrité, elle repose sur le goût et la curiosité du plus grand nombre, elle est très individualiste, elle est la grandeur médiatique par excellence. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours restée entachée d'illégitimité? Et je pense, la piste que j'ai, c'est que justement, le public, le principe même du public, c'est-à-dire le principe du plus grand nombre, n'a jamais réussi, ni dans l'espace culturel, ni même dans l'espace politique, à s'imposer comme un principe, comme une valeur entièrement légitime. Alors on le voit très bien dans le champ culturel, il suffit d'avoir un succès populaire, de devenir un best-seller, ou pour tout de suite que la légitimité proprement artistique soit discutée. Mais on le voit aussi dans le domaine politique, c'est toute la critique par exemple du populisme ou des effets de popularité qui restent au cœur, y compris même du principe démocratique. Et pourquoi s'intéresse-t-on depuis donc l'époque des Lumières à la vie de certains de nos contemporains qu'on ne rencontrera jamais sans doute? Alors ça c'est justement alors pourquoi ça c'est une grande question. Moi je pense que c'est lié justement à la spécificité de l'interaction médiatique. L'interaction médiatique, elle produit ce qu'on peut appeler, ce que d'ailleurs des sociologues ou des psychologues ont appelé un désir d'intimité à distance. C'est-à-dire que vous êtes confronté à l'image de gens célèbres, ils sont à la fois extrêmement lointains et en même temps extrêmement proches. D'ailleurs, vous pouvez vous projeter, vous identifier,
ou désirer rencontrer, écrire à cette personne. Et alors, effectivement, on en a plein d'exemples dès le XVIIIe siècle, c'est-à-dire les lecteurs de Jean-Jacques Rousseau se mettent à lui écrire des lettres enflammées, veulent lui rendre visite. On a aussi des comédiens ou des comédiennes, par exemple, qui se plaignent que leurs fans veulent absolument les rencontrer, les laissent pas tranquilles, etc. Et donc, ce phénomène, plus un individu devient connu, c'est-à-dire plus il devient une figure publique, et plus sa vie privée, personnelle, domestique, sentimentale intéresse ce public, est au cœur même de la relation médiatique. C'est pour ça que, je ne sais pas quand sera diffusé cet entretien, mais actuellement, au moment où on l'enregistre, on parle beaucoup du livre de Valérie Trierweiler sur François Hollande, et je suis très frappé de voir que beaucoup des commentaires sont des commentaires très moralistes. Pratiquement tous les gens qui interviennent dans les médias, c'est pour dire « ce livre ne nous intéresse pas, il ne nous concerne pas, personne ne va le lire, etc. » Le résultat, c'est que des centaines de milliers de gens se précipitent pour l'acheter. Alors, on peut le condamner, on peut s'en réjouir, je pense que l'éditeur s'en réjouit, la plupart des autres le condamnent, mais il reste qu'il faut comprendre ce phénomène. On ne peut pas distinguer, par exemple, radicalement, l'homme public qui est le président de la République, et puis l'homme célèbre qui est François Hollande. Et plus il est célèbre, plus l'ensemble de sa vie, y compris privée, intéresse le public. Merci beaucoup, Antoine Lilti. Merci.